Bonjour et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, j'accueille M. Gabriel et Lauréat Michaud de la famille Alphonse Michaud, de même qu'on va parler de la tragédie du mont Aubiau qui a 75 ans cette année. Bonjour M. Michaud, M. Lauréat. Bonjour. Bonjour M. Gabriel. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, très bien. Oui. J'aimerais ça, Gabriel, que vous me parliez de vos arrière-grands-parents, du moins de l'historique de la famille Michaud. Oui, mais écoutez, c'est quand même en 1656 que notre ancêtre Pierre Michaud est parti du Poitou en France. Il avait à ce moment-là 18-19 ans. Il a quitté le Poitou pour un contrat à l'époque de 3 ans. Il s'engageait sur un aller simple pour venir en Nouvelle-France, pour participer à la colonisation. Et c'était un engagement qu'il avait de 3 ans. Et à ce moment-là, il a embarqué sur un bateau qui s'appelait le bateau La Fortune, traverser l'Atlantique. Oui. Et finalement, il n'est jamais retourné en France. Il s'est établi ici en permanence en Nouvelle-France. Puis on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un jeune de 18-19 ans quitte sa famille, son pays pour s'en venir en Nouvelle-France? Ben oui. Ce que les historiens rapportent à cette époque-là, en 1656, mais là-bas, c'était des guerres qui se succédaient. Puis c'était comme un peu la misère et la pauvreté. Et Pierre Michaud, quand il s'est emmené en Nouvelle-France, c'est un peu, on peut faire le parallèle avec tous les immigrants qui, des fois, aux réfugiés, qui s'en viennent chez nous ou en Amérique, et ils essaient de se faire une vie meilleure pour eux autres mêmes. C'est ça, ils essaient de se faire une vie. Et puis, c'est les mêmes raisons. On est tous, dans le fond, on est tous des descendants, des immigrants par nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. C'est comme ça, dans le fond, là. Ça fait que ça s'est passé en 1656. Le premier arrivant. Il a marié, évidemment, une Québécoise. Bien, lui, il s'est établi d'abord dans la région de Beaupré et surtout de Kamouraska. OK. À ce moment-là, lui a marié Marie Ancelin. Ancelin, qui était également quelqu'un qui venait de la France. On ne sait pas de quelle région elle venait, mais ils se sont mariés à ce moment-là, en 1667. Et de là, toute la descendance a suivi par après. Ça fait que, mais il s'est installé surtout dans la région de Kamouraska. Et sont arrivés dans la région qu'on disait à l'époque Somerset, ou Plessisville, dans quelle année environ? Ça c'est venu plus tard, parce que Pierre Michaud et sa conjointe Marie Ancelin, on parle dans les années 1600. OK. Et puis, nous autres, l'ancêtre, c'était la 6e génération. Après Pierre Michaud, la 6e génération, et c'est Joseph Michaud, qui est arrivé ici à Plessisville, dans le 10e rang. Mais après avoir quitté Kamouraska, il est allé à peu près 5-6 ans en Nouvelle-Angleterre, parce que c'était l'époque où il y avait quand même beaucoup de Canadiens français qui sont allés en Nouvelle-Angleterre pour des questions de travail, des questions économiques souvent. Avec lui, il a passé quand même 5-6 ans en Nouvelle-Angleterre, et c'était en 1873. En 1873 qu'il a quitté la Nouvelle-Angleterre pour venir dans le 10e rang à Plessisville et s'établir ici, à Plessisville. Et c'était Plessisville qui s'appelait Somerset à l'époque. Oui. Et monsieur Joseph se trouve être l'arrière-grand-père ou le grand-père de monsieur Lauréat ici? Oui, si on parle là de Joseph qui est arrivé à Plessisville, qui était la 6e génération après Pierre Michaud. Oui. Là, après Joseph, là, il y a eu Fidim, Alphonse, et là, Lauréat est arrivé dans la génération après. Le 11e de la famille. Ouais. Là, après ça, c'est après ça qu'Alphonse est arrivé, puis que Lauréat est arrivé, puis mon père, et moi, que je suis arrivé. J'étais encore une génération plus loin, moi. Ben oui. Et vous aménagez... la famille de Joseph aménage dans le rang 10 de Plessisville.
qui était Somerset, comme on disait à l'époque. Et là, ils ont eu des enfants, eux autres aussi. Oui, puis une petite anecdote quand même, c'est que ce qu'on s'est fait raconter, et au lieu de le croire, le premier hiver qu'ils ont passé à Plessisville, il y avait déjà des enfants, ils ont vécu dans ce qu'on appelle la cave, le sous-sol, mais dans le temps-là, c'était pas un sous-sol, c'était une cave. Ils ont passé l'hiver dans la cave, et toute la famille, et c'est un éco-printemps qu'après ça, qu'ils ont monté le restant de la maison. Et moi, je me souviens, là, quand j'étais le plus loin que je me souviens dans mes souvenirs, il y a des vestiges de cet hiver-là qui ont passé dans la cave, parce que dans la maison où j'ai grandi, il y avait encore des faux planchers, puis il y avait des vieilles armoires au mur, et il y avait certains vestiges qui démontraient qu'il y avait eu de l'habitation dans la cave. Ça, c'est le premier hiver qu'ils ont passé en 1873. Ils ont passé l'hiver avec les enfants. C'est une autre époque, là. Puis, ben, c'est une autre époque. Puis, il y avait combien d'enfants pour vivre dans un sous-sol comme je ça? pourrais pas dire. En 1873, l'ancêtre Joseph Michaud, quand il est arrivé, combien il y avait d'enfants, je pourrais pas le dire, mais c'était toujours des grosses familles. Évidemment. Dans ce temps-là, mais il y avait quand même des jeunes enfants, forcément des jeunes enfants, là. Ouais. C'est incroyable. Je trouve ça super intéressant parce qu'on se rend compte à quel point on est riche aujourd'hui versus ce que ça a été. Donc, Joseph arrive à Plessisville. Il y a une épouse dont je soupçonne Marie-Séraphine que vous m'avez dit. Marie-Séraphine Richard. Puis ils étaient déjà en couple lorsqu'ils ont quitté Kamouraska. Ils sont allés 5-6 ans en Nouvelle-Angleterre. Puis quand on fait un petit pas en arrière, là, lorsque le père de Fédime, Joseph, est arrivé dans le 10e rang en 1873, déjà Fédime, qui était le 4e d'une famille de 8, lui, il était né en 55. Ça veut dire qu'il avait déjà 18 ans. Et lui, par la suite, là, il a épousé Léda Bédard en 1879. Et eux autres, ils ont eu 15 enfants, dont Alphonse, qui lui est né, Alphonse, le père de Lauréat. De Lauréat. Qui est né, lui, en 1895. Donc, on dit que M. Alphonse, qui est le père de Lauréat, il a épousé, Alice Marcoux. Alice Marcoux, ça, c'était votre maman. Oui. Oui, puis elle était la fille de Zotique Marcoux et de Régina Pelletier, qu'eux autres vivaient à Saint-Ferdinand d'Halifax. OK. Et à ce moment-là, la famille Marcoux était de Saint-Ferdinand et Alice et Alphonse se sont rencontrés. Et elle-même, Alice, était dans une famille de 13 enfants à Saint-Ferdinand. Et lorsqu'ils se sont... Elle est née en 1899, alors qu'Alphonse était né, lui, en 1895. Ça fait beaucoup de dates, là. Oui, mais c'est pas grave. Ça nous situe quand même l'âge qu'Alphonse et Alice avaient, un par rapport à l'autre. Et à ce moment-là, suite au mariage, bien, eux autres, ils ont eu 19 enfants. 19 enfants. Dont mon père Joseph, qui était le plus vieux. Il y a eu une anecdote que je vais mettre dans l'histoire, si vous voulez bien. Elle avait 14 enfants, elle avait été voir le curé. Oui, mais ça, je me suis laissé raconter ça. Je ne sais pas si c'est véridique, là. Mais, puis quand on dit qu'ils ont eu 19 enfants, mon père était le plus vieux. Il y a eu un deuxième enfant qui était mort-né. Mais après ça, Alice n'a pas perdu aucun autre enfant. Il y a eu 18 autres enfants. Il n'y a pas de jumeaux, il n'y a pas de jumelles. C'est comme 20 grossesses qu'elle a eues, dont tous rendus à terme, sauf le deuxième. Et ça fait la grande famille, là. Et ce qu'on s'est laissé raconter par certaines de mes tantes, mais c'est pas nécessairement vérifié, c'est qu'après le 14 ou le 15e, Alphonse et Alice auraient été à Sainte-Anne-de-Beaupré lors d'un pèlerinage pour rencontrer un confesseur et demander comme la permission de continuer à vivre comme frères et sœurs parce qu'ils trouvaient que la famille était quand même déjà assez nombreuse. Et semble-t-il que
ils se sont fait dire que c'était comme pas possible et qu'il fallait qu'ils continuent à apprendre les enfants, que le ciel leur enverrait. Ça fait que ça a amené à 19 enfants. Et on voit par la suite, on va le voir par la suite lorsqu'on voit des correspondances, lorsqu'il y a eu l'événement une lettre, entre autres, que ma grand-mère avait écrite, qui est arrivée après leur décès. On voyait bien que l'attachement qu'elle avait pour tous ses enfants, donc pour les plus jeunes, ça fait que c'est bien certain que les 19 enfants ont été tous aimés autant les uns que les autres, même malgré ce pèlerinage-là qui se serait fait à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, qu'on ne sait pas d'ailleurs si c'est vraiment fondé, mais c'est ce qu'on nous a raconté. Mais ça pourrait être logique parce qu'on a souvent entendu, hein, c'est pas nécessairement, mais de votre famille, mais tu sais, qu'il y en a qui auraient voulu arrêter pour la santé et que l'Église disait toujours, ben non, tu sais, on ne peut pas arrêter la famille, puis Dieu demande de... À cette époque-là, c'était ça. C'était ça, hein? Oui. Vous, votre père, M. Alphonse, c'était un cultivateur à l'époque? Mon père, Alphonse, était un producteur agricole très important, très impliqué dans sa paroisse. Et il a été un des fondateurs de la Société coopérative agricole de Plessisville. Il en était le président. Okay. Et il a siégé au conseil d'administration de la coopérative fédérée. C'est son implication au niveau agricole qui l'a conduit jusque-là. Mais je pense que mes parents étaient en avant de leur temps. Parce que pour eux autres, l'éducation des filles était aussi importante que celle des garçons. Et dans ces anecdotes-là, on pourrait dire que mon père et ma mère, en 1934, avaient un compte conjoint à la Caisse populaire de Plessisville. Et comme maman était impliquée un peu dans la ferme, dans la comptabilité, elle était appelée à payer par chèque certains fournisseurs qui étaient sceptiques d'accepter des chèques signés Alice M. Michaud, quitte même à refuser. Et je sais qu'on m'a conté que mon père a dit, si tu prends pas, tu vas avoir rien qu'un chèque, c'est celui-là. Si tu le prends pas, je te dois rien. Quand même pour l'époque, vous aviez un papa qui était très ouvert d'esprit. Il était en avant-garde de leur temps. C'est pour ça que la société, parce qu'il y avait des gens impliqués comme ça, c'est comme ça que la société a progressé. Évolué positivement. L'évolution, c'est de même que c'est fait. Et par curiosité, vu que vous disiez que votre père prônait les études, est-ce que les filles ont été vos sœurs, est-ce qu'elles ont bien été aux études? Bien, il y en a beaucoup qui ont fait de l'école normale, de l'école ménager, et tout ce qui se présentait comme cours. Il y a été des années où on était 4, 5 aux études à l'extérieur. Donc, mon père, mes parents ont toujours insisté pour que... On n'avait pas d'objection qu'on aille s'instruire pour être capable de faire notre vie. Et déjà ça aussi, c'était avant-gardiste, tant pour les femmes que même pour les gars. Il y en a qui disaient « Tu vas rester avec moi à la maison pour travailler ». Mais non, votre père était un homme avant-gardiste. Je trouve ça extraordinaire d'entendre quelque chose comme ça, parce que ça, on parle des années 1935, 40? Oui, moi, je suis né en 31. En 1931. D'ailleurs, je fais une parenthèse dans l'émission. M. Lauréat va avoir bientôt 94 ans, toutes ses capacités. Et je vous remercie. Je fais une parenthèse pour ça parce que je suis contente que vous soyez là. Merci beaucoup. On va continuer dans la même veine. Toujours est-il que là, à un moment donné, c'est l'Église. Je ne sais pas, vous allez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que votre père ait un laissez-passer pour aller au Vatican? Bien, ça s'est passé en réalité, 1950, c'était l'année sainte pour l'Église catholique. Et il y avait 2 cérémonies importantes qui devaient être célébrées à Rome le 1er et le 12 de novembre.
Et dans ces événements-là, c'était la proclamation du dogme de Marie, l'Assomption de Marie. Et le deuxième, c'était la béatification de Marguerite Bourgeois. OK. Et pour aller plus loin, à un moment donné, mon père a reçu un appel téléphonique du diocèse de Québec lui disant qu'il lui accordait, vu la grande implication, son implication et celle de sa famille dans la société, il lui offrait un voyage en Europe. Et ce voyage était accompagné d'une certaine somme d'argent qui devrait couvrir les dépenses du voyage. Et comme mon père ne voulait pas faire ce voyage-là seul, moi, j'étais à la maison. On a eu connaissance de cet appel et les échanges entre lui et ma mère pour savoir si c'était possible. C'est nous, les enfants, on est intervenus, on dit « Maman, tu peux partir, accompagne papa, fais le voyage, on va prendre nos responsabilités, et tout va bien se passer. Les plus jeunes ne partiront pas de rien. » Et mes parents sont partis en nous faisant confiance. Ils sont partis ensemble pour ce beau voyage en Europe. Donc, on a des dates plus précises. Ils arrivent à Rome. Est-ce qu'ils ont vu le pape? Comment ça s'est passé? Avez-vous un peu des souvenirs de ça? Ils ont aussi, avant de partir pour revenir, ils étaient en audience privée avec le pape à ce moment-là. Oh. Tout le groupe des pèlerins du Québec. Et là, ils sont là-bas, ça va bien. Ils ont un avion pour le retour. Et c'est là la contradiction qu'il y a. Et leur voyage était supposé de prendre un TW4. Ouais. C'est là que c'est compliqué leur voyage. Et qui malheureusement s'est terminé dans une horrible catastrophe. Mm-hmm. Vous alliez mentionner quelque chose. Au départ, il faut dire que le voyage a duré quand même un mois. Un mois? Et le départ s'est fait le 13 octobre par bateau. Ils sont embarqués sur le Columbia et la traversée a duré 5 jours et c'est comme ça que tout a démarré. D'abord, un voyage en bateau, dont des correspondances que ma grand-mère Alice a eu mal de mer, évidemment, pendant la traversée. Et puis, mais quand même, c'est comme ça que le voyage a commencé. Et là-bas, il y a eu plusieurs étapes avant, comme Lauria disait, avant la rencontre du pape, qui était vers la fin du voyage. Ils ont fait presque tous les lieux de pèlerinage, là, que ce soit Fatima, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Montmartre. Ils sont passés, avec le voyage a commencé au Portugal, à Lisbonne. Le bateau est arrivé à Lisbonne. Et puis, ils ont commencé par les pèlerinages, au Portugal, à Fatima. Après ça, ils sont allés à Paris. Et de Paris, ils sont allés à Rome. Et c'est là qu'il y a eu rencontre, lors de la béatification de Marguerite Bourgeois, il y a eu la rencontre avec le pape. Et c'est après ça que le retour s'est fait, le 13 novembre. Mais c'est un voyage qui a duré quand même un mois. Là. Un mois. Hey, pour l'époque, c'était... un très gros voyage. Immense, un très gros voyage. Ouais. Fait que l'archevêché avait payé un billet pour votre père et votre père a payé le billet, ou la famille a payé le billet pour... Ça, il aurait fallu que je pose des questions à des gens qui sont plus ici. Oh, ils sont plus de ce moment. Cependant, quand on regarde l'histoire qui a été écrite dans la famille, oui. On comprend bien que l'évêché ne payait qu'un billet et que la différence, ça a été mes grands-parents qui ont assumé le voyage pour que ma grand-mère... D'ailleurs, dans les passagers de l'avion, il y avait beaucoup de gens qui étaient... C'était pas tous en couple, il y avait beaucoup de gens qui étaient seuls parce qu'ils ont vécu la même chose qui a été offerte à mon grand-père. Autrement dit, un billet était payé, c'est que les gens, souvent, y allaient seuls, alors que la famille a fait en sorte
de convaincre Alphonse et Alice d'y aller ensemble, puis que les plus vieux étaient capables de s'occuper des plus jeunes, puis que tout se passerait bien. C'est comme ça qu'ils sont partis tous les deux ensemble. C'est comme ça. Et mon Dieu. Et là, à un moment donné, le 13 novembre 1950, bravo. Vous êtes où? Vous apprenez la nouvelle, comment qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il y a une de mes sœurs qui enseignait à ce moment-là à l'école Durand, et à la fin de ses classes, elle a prenait les nouvelles parce qu'on était anxieux de voir revenir nos parents. Donc, les nouvelles, elle a appris qu'il y en a aux nouvelles qu'il y avait un avion qui était en difficulté dans les Alpes françaises. Fait que là, c'est quoi? Puis c'était pas le vol nécessairement que mes parents étaient supposés prendre. Donc, c'était pas l'identification n'était pas exacte. Mais on a eu la vraie annonce des parents à la radio vers les 7h30 au bulletin de nouvelles. On a mis toutes les personnes qui étaient à bord de cet avion-là. C'est par la radio? Par la radio qu'on a appris les nouvelles. Et là, ça fait quoi? C'est un hécatombe, c'est... Bien, c'est de la consternation pour nous autres, surtout qu'une grande fête était déjà préparée pour leur retour. Pour leur retour. D'ailleurs, sur ce vol de retour, comme Loriol l'a abordé un peu tantôt, il y a eu un certain imbroglio sur le vol qu'il était supposé prendre. Il était supposé prendre un vol de la compagnie TWA, mais à cette époque-là, il y avait des droits d'atterrissage. Et semble-t-il que, compte tenu que cet avion-là était avion d'une compagnie américaine, il n'y avait pas le droit d'atterrir à Dorval. Il n'y avait pas eu la permission d'atterrir à Dorval. De sorte qu'au lieu de prendre le vol de la TWA, c'est là que l'avion de remplacement, si on peut dire, c'est un DC-4 de la Curtiss Reed qui faisait parfois des vols transatlantiques, qui s'est retrouvé l'avion mis à la disposition du groupe de pèlerins québécois. Et c'est comme ça que le vol est revenu. Et là, il y a eu, bien sûr, que avant, qu'est-ce qui fait que le drame est arrivé? Ce qu'on dit, c'est que le vol a comme dévié de ce qui était normalement sa route normale, parce qu'il devait passer dans la région de Lyon et se rendre à Paris pour une escale, mais un peu dévié de sa route, et c'était par mauvais temps. Il faut dire qu'en 1950, les avions n'avaient pas les systèmes de navigation qu'on a aujourd'hui. Ça fait qu'à ce moment-là, avec l'équipement qu'ils avaient à l'époque, l'avion aurait dévié un peu de sa route et se serait retrouvé dans les Alpes du Sud. Et parce que le Mont Biot, et on dit dans les Alpes du Sud, il y avait une mauvaise trajectoire de l'avion. Et c'est là que l'événement est arrivé. Et lorsque Loria parlait de l'annonce du drame, moi, mes deux sœurs m'ont raconté, elles autres, mes deux sœurs étaient nées, il y avait 3 ans à peu près à ce moment-là, ils se rappellent que mes parents écoutaient la radio, puis c'est là que la nouvelle est sortie, puis eux autres, c'est resté dans leur tête. Il y avait comme 3 ans, il y avait 3 et 4 ans, les deux. Moi, ma mère était enceinte de moi, ma mère était enceinte de moi de 6 mois, moi, je ne me rappelle pas de ça, c'est sûr. Non, et mes sœurs m'ont raconté ce que Lauriot vient de dire, que c'était le soir et que ça se passait à la radio, parce que c'était le moyen de communication au niveau information. Et c'est comme ça qu'ils l'ont appris là, à la radio, que c'était vraiment le vol de nos grands-parents. Là. Parce qu'il faut dire que l'avion qu'ils ont pris, c'est un avion qui aurait dû être décoté pour transporter des personnes. C'était un vieil avion militaire. Ce qu'on appelle aujourd'hui, quand c'est sur la Terre, on appelle ça un bazou. Et c'était ce genre d'avion que mes parents ont été obligés de prendre. Il n'y avait pas le choix de prendre cet avion-là pour revenir. Donc, c'est une catastrophe qui aurait pu être évitée.
Il faut se dire que sur cet avion-là, il y a un moratoire de 100 ans. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas dans le système. Donc, personne, c'est comme clavardé. On ne peut pas voir ce qui s'est passé ou ce qui s'est dit à propos de ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont écrites et que des fois qu'on aime mieux pas lire parce que ça réveille des sentiments Désagréable. désagréables. D'ailleurs, le nom de l'avion portait le nom Le Pèlerin canadien. Et puis, c'est bien certain qu'au niveau des archives de l'évêché, certains de la famille ont voulu consulter les archives concernant l'événement. Et il y avait un moratoire comme de 50 ans. Puis, à la fin du 50 ans, le moratoire de l'évêché a été renouvelé pour un autre 50 ans. Ça veut dire que pour 100 ans après l'événement, c'est comme pas possible d'avoir accès aux archives de l'événement en question. Puis on ne veut pas embarquer dans ce qu'on ne sait pas, Non. mais ça aurait été, on aurait bien aimé ça au niveau de la famille, de pouvoir avoir tous les détails du pourquoi, de ci, de ça, mais on n'a pas accès à ces archives. On n'a pas accès à ça. Puis on ne connaît pas le fond de l'histoire, puis on arrête là-dessus. Exactement. Donc, au décès de vos parents, vous êtes 19 enfants. Le plus vieux a quel âge? À ce C'est moment-là, mon père. c'est votre père? Ouais, OK. Joseph C'est le père de Gaby. a 32 ans à ce moment-là. Et il y a 26 ans d'écart entre mon père le plus vieux, 32, et Raymond, la plus jeune, qui n'a pas encore 6 ans. Elle a 5 ans, elle n'a pas encore 6 ans. Fait qu'il y a 26 ans d'écart entre mon père à 32 ans et Raymond qui n'a pas encore 6 ans. Et c'est pour ça que, dans le fond, les 19 enfants, moi, je les répartirais, ils ont tous vécu le deuil, c'est bien sûr, mais je les répartirais comme en 3 groupes. Il y a les plus vieux, comme mon père, Gemma, et peut-être les 9 plus vieux, qui étaient déjà comme partis dans la vie. Autonome. Il y en avait qui avaient déjà des enfants, comme mon père avait des enfants. Mes 2 sœurs étaient nées. Et il y avait 2 des plus vieilles, Lucille et Gabrielle, qui étaient religieuses pour la congrégation des Sœurs Immaculées Conception. Et puis, je mets dans les 9 plus vieux, il y avait Yvon qui avait 21 ans, qui lui était encore chez ses parents, mais il était comme rendu à l'âge adulte. Fait ça, le premier groupe de 9, là, c'est, appelons-les des gens qui étaient comme partis dans la vie. Plus autonome. Puis, je dirais, le deuxième groupe dont fait partie Lauria, des jeunes adultes là, qui étaient près de la vingtaine, il y avait Jacques, Lauria, Thérèse, Georgette, Solange. Lauria, tu avais quoi à ce moment-là? T'avais, toi? J'ai eu 18 ans après le décès de mes parents. Ouais. J'avais 17 ans, le 22 novembre, j'avais 18 ans. Ouais. Et j'ai travaillé avec Joe, avec ton père, pendant 4 ans après son décès, après le décès de mes parents. Fait que Lauria faisait partie des autres, là, des jeunes adultes, là, prêts à partir dans la vie, alors que, puis le troisième groupe, que j'appelle vraiment les enfants, là, à partir de Raymond, qui n'avait pas 6 ans, André, Donald, Hélène, Julienne, qui avait 13 ans. Eux autres, c'est le groupe là, des enfants plus jeunes, là, qui eux autres, n'étaient pas encore prêts là, à partir dans la vie, là. Et là, comment que ça... Tu sais, les plus jeunes, là, ils ont 6 ans, 7 ans, 9 ans. Qu'est-ce qui arrive avec eux? Ils n'ont plus leurs parents? C'est quelqu'un de la famille? Comment ça se passe? Bien, Lauria peut en parler, mais les plus vieux ont travaillé à prendre les meilleures décisions possibles pour les plus jeunes. Moi, le plus loin que je me souviens, parce que mon père, lui, il avait déjà une terre au 6e rang de Laurierville. OK. Et puis, alors que la ferme d'Alphonse et Alice dans le 10e rang, là, il y a eu des discussions entre les plus vieux, puis ce qu'on m'a toujours raconté, c'est que le curé Boulay, qui était curé à Plessisville à ce moment-là, a comme beaucoup influencé mon père pour que mon père revienne comme aîné de la famille, pour qu'il revienne prendre la terre du 10e rang. Ce que mes parents ont fait, ils ont cédé la terre du 6e rang à Jacques, qui était prêt à la prendre à ce moment-là. Fait que Jacques a repris la terre du 6e rang. Mes parents sont revenus prendre la terre du 10.
Puis moi, quand je ne veux pas m'attarder sur... je me souviens pas de ça, mais l'événement est arrivé en novembre 50. Moi, je suis venu... Il y a 2 enfants qui sont venus rapidement au monde. Il y a Alice, la fille de Jean-Louis, qui est venue au monde fin novembre, là, tout de suite après l'événement. Elle s'appelle Alice, parce que ma grand-mère s'appelait Alice. Moi, je suis arrivé le 5 février. Sur mon baptistère, le premier prénom, c'est Alphonse, parce que mon grand-père s'appelait Alphonse. Mais semble-t-il que ma mère a négocié avec mon père pour m'appeler le 2e prénom Gabriel, qui est le même prénom qu'une des sœurs de mon père, qui était religieuse à ce moment-là, puis qui allait partir en mission. Je me suis appelé Gabriel. Mais moi, tout de suite, on a déménagé en juin. En juin, 6-7 mois après l'événement, déménagement du 6e rang au 10e rang de Plessisville. Sur la terre paternelle. Sur la terre. Et puis, après ça, on pourrait aller plus loin. En octobre, la grange dans le 10e rang passait au feu. Ben voyons ben, donc. Ça, Un an après. Ça a été une grosse année, mettons. Une grosse année pour mes parents, puis dont ma mère, qui avait mes 2 sœurs, était née. Et moi, le plus loin que je me souviens dans mes souvenirs, c'est que j'ai été élevé dans une maison qui était pleine de monde. Quand tu posais la question tantôt, qu'est-ce qui est arrivé avec les plus jeunes? Mais moi, je me souviens d'avoir vu, quand j'étais mes souvenirs d'enfance, Lauria à la maison avant qu'il se marie, puis il y avait André, puis André, il y a 8 ans de différence avec moi, mais c'est plus un grand frère pour moi qu'un oncle. Puis Raymond, mais évidemment, c'est Gemma, la plus vieille sœur après mon père, qui a pris Gemma, puis Gemma à Dosquet avec la famille de Gemma a été pris comme en charge par Gemma. Puis c'est comme ça que la maison était pleine de monde. La maison était pleine de monde. Et c'est une belle histoire malgré tout. Ouais. Malgré le tragique de l'événement, ce que j'entends, c'est qu'il y avait une solidarité familiale, puis quelque chose, un lien qui vous a unis malgré tout ça. Il n'y a pas personne qui a été mis en orphelinat et abandonné. Non, personne n'a été abandonné. Non, ça, c'est sûr. Il faut dire qu'on est resté une famille très unie, même dans ces difficultés-là, parce que, oui, je comprends très bien, sa mère et son père revenir au 10, jeune marié, 2 filles, puis un garçon de 4 mois, et tout le monde qu'il y avait là. C'est pour ça que les parrains de mes frères, de mes sœurs, il y en a bien qui sont venus au secours à un moment donné pour les enfants. Vu la tragédie en plus de ça, dans l'automne d'après, avec un incendie à la ferme, qui a compliqué encore plus la vie. Mais par contre, on peut dire qu'au jour de l'an, on se retrouvait au 10, dans la maison familiale, la maison remplie. Et je pense que Rita faisait beaucoup de travail, mais elle avait de l'aide de mes frères, mes sœurs, j'imagine. Oui, bien, il fallait qu'elle ait de l'aide. Ça a changé la vie de votre mère énormément, ça. C'est sûr. Puis d'ailleurs, quand on parle de l'incendie, mes 2 sœurs, eux autres, se souviennent de l'incendie parce qu'ils avaient été chercher les vaches avec Raymond. Puis ils revenaient emmener les vaches pour la traite. Puis là, ils voyaient le feu, ça fait que les vaches ne sont pas rendues à la grange. Puis ma mère me racontait que moi, elle était en train de me donner à manger, mais qu'elle avait le regard dans la fenêtre, puis la cuillère vers ma bouche était arrêtée, puis elle voyait le feu, puis moi, mais semble-t-il que je voulais ma cuillère. Ça fait que ça, c'est ma mère, elle racontait ça avec humour par la suite, là, qu'elle, c'est le souvenir qu'elle a gardé, là. Puis que là, la cuillère restait là, puis elle voyait le feu dans la fenêtre, elle là. Elle était comme figée. Ouais. Mais il y a eu quand même une grande solidarité. Moi, évidemment, je ne me souviens pas de ça, mais toutes les voisins et la communauté du 10e rang de Plessisville, la grange s'est rebâtie rapidement parce qu'il y a eu une grande solidarité au niveau de toute la paroisse autour. D'autant plus, ce qui était arrivé avant, les gens devaient avoir encore plus cet élan-là d'avoir envie d'aider. Ah oui, la grange s'est rebâtie rapidement, là. Un mois après, c'était levé. Ah oui, c'était une grande solidarité, là.
Puis évidemment, c'est quand on dit que la maison pleine d'enfants, Laurie a tout à fait raison. Dans les souvenirs que j'ai, c'est que ce soit à Noël, le souvenir de la première messe de minuit que je suis allé, c'était des vraies messes de minuit qui étaient à minuit. C'était les 3 messes à minuit, puis on venait à 2-3 heures du matin. Puis je m'étais endormi dans le banc d'église. Ma mère m'a réveillé, puis on montait dans le 10e rang. Puis en arrivant à la maison, c'était de mettre les pâtés dans le four et tout ça. Puis là, toute la famille arrivait, puis là, ça passait la nuit à jouer aux cartes, là. C'était ça à Noël, c'était ça au jour de l'an. La maison était pleine de monde. Incroyable. Je trouve tellement que c'est une belle histoire, là, malgré tout. Malgré la tragédie, vous avez vécu des choses qui sont tout à fait exceptionnelles. À un moment donné, vous vieillissez, vous avez travaillé 4 ans pour votre frère. Vous rencontrez votre superbe épouse, qui est celle qui est devenue votre épouse. Bien, entre-temps, j'étais supposé d'aller faire d'autres choses. Je travaillais avec mon frère Jacques, qui avait pris la ferme au 6 de Laurierville. Et j'ai su qu'il y a une ferme qui était à vendre, le voisin, puis j'avais toujours dit. Et je pensais là régulièrement, j'ai dit, si j'avais une ferme de même, je sais qu'est-ce que je ferais. J'achèterais. Le lendemain soir, la ferme était achetée. Elle était dans les mains des encanteurs et je l'ai achetée immédiatement. 24 heures après que j'ai su, on signait le contrat de la ferme. C'est le même que j'ai pris ma ferme. Et j'ai connu Lise 1 an et demi. Après, je ne la connaissais pas du tout. Et, on avait vécu le 100e de Laurierville dans ce temps-là. Et c'est là que je l'ai connue. Puis on s'est mariés le 11 août 1955. Et de cette relation-là, il y a eu combien d'enfants? On a eu 4 enfants. On a perdu on a eu 3 garçons et une fille. Puis il en reste 2 garçons et une fille vivante. Et le petit dernier qu'on voulait avoir, il est né d'une malformation cardiaque et on l'a perdu à l'âge de 5 ans. OK. C'est un deuil très difficile. J'en doute pas. D'ailleurs, la ferme que Lauria a achetée était tout à fait voisine, tout de suite voisine de celle de Jacques dans le 6e rang à Laurierville. Puis d'ailleurs, la ferme est toujours dans la famille. Ghislain, son fils, a pris la ferme. Puis maintenant, c'est le petit-fils Pierre-Luc. C'est Pierre-Luc qui a la ferme. Donc, la ferme est restée dans la famille de Lauria. Oui. Il est très, 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 très sophistiqué, sa ferme. Électronique, des robots, puis c'est moderne. Et le grand-père, il n'a plus de qualification pour faire marcher le système. Le système, il a beaucoup évolué. Mais je suis convaincue que ça reste quand même cet endroit-là particulier à votre cœur. Oui. On revient parce qu'à un moment donné, au cours de nos conversations, vous m'avez raconté que vous aviez décidé de retourner voir où est la tragédie quand c'est arrivé. Il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Bien, il faut parler du Mont-Biou parce que là, on parle de comment que l'événement s'est vécu ici. Mais moi, là, c'est un lieu que, dans la famille, beaucoup sont allés sur place. Moi, en 1998, moi et mon frère, on a emmené mon père Joseph, qui n'avait jamais été... Parce que les sépultures se sont passées là-bas, les corps ne sont pas revenus ici. Ils n'ont jamais été rapatriés. Même s'il y a eu ici, à Plessisville, il y a eu un service funéraire à l'église Saint-Cadix. Au cimetière, il y a un très gros monument, d'ailleurs, qui a été commandité par la coopérative agricole pour reconnaître l'implication d'Alphonse dans les affaires de la coopérative et commandité aussi par la Caisse populaire de Plessisville à l'époque. Mais les sépultures sont restées à Notre-Dame-de-la-Salette, où il y a un cimetière dédié à toutes les victimes de cet accident-là, à Notre-Dame-de-la-Salette, qui est au pied du Mont-Biou.
Quand on passe devant là pour aller en haut, c'est qu'il y a un monastère, mais forcément que tous ceux qui vont au monastère passent obligatoirement au cimetière de Notre-Dame de la Salette. Quand mon père est venu avec nous en 98, c'était émouvant. Et puis, mais le cimetière manquait un petit peu d'amour à l'époque. Quand j'ai eu l'occasion d'y retourner il y a 3-4 ans, vraiment avec une contribution de gens là, qui se sont impliqués du côté de la France là-bas, qui ont fait des choses merveilleuses pour remettre à niveau le cimetière. Et le cimetière était vraiment en très bon état. Et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de rencontrer la mairesse de Notre-Dame de la Salette, qui se fait, eux autres, une fierté de continuer à l'entretenir parce qu'ils disent en même temps, c'est un point que les gens passent obligatoirement lorsqu'ils passent par Notre-Dame de la Salette pour aller au monastère en haut de la montagne. Si je ne me trompe pas, ça a commencé, cette histoire-là, par des marchands, des randonneurs, hein, qui ont trouvé des restes. Je pense que dans le devoir de mémoire qui existe présentement, en 2010, Éric Boeuf, qui est un Français alpiniste, qui est à l'origine, en réalité, de tout ce brouhaha qui s'est passé au cimetière de Notre-Dame de la Salette. C'est lui le grand artisan qui a su s'entourer, par exemple, il y a 80 bénévoles qui ont été impliqués autour dans tout ce qui a été fait au cimetière. Le cimetière, présentement, il est très bien. En 2010, il était comme un nouveau cimetière refait tout à neuf. Ils ont investi énormément d'argent, des pierres en neuf, sans demander aux familles quoi que ce soit, sauf pour réidentifier les pierres tombales qui étaient toutes très bien conservées, intactes, mais pour les graver. On a eu une demande à un moment donné par Mme Gauvin, qui était le porte-parole des familles des victimes, le porte-parole avec Éric Boeuf, qui était le grand artisan à l'autre bout. Et il demandait 12 000 $ pour faire relaiter toutes les pierres. Fait qu'en 2010, tout était fait, c'était comme tout du neuf. C'est très, très, très bien. Je trouve en tout cas que ce bonhomme-là, il a fait un travail extraordinaire. Il était un tremplin au final. En fait, compte, c'était le 60e anniversaire. Et pour faire ces travaux-là, il a dû communiquer avec l'archevêché de Québec pour avoir les autorisations parce que le cimetière appartient au diocèse de Québec. Et c'est eux autres qui étaient supposés de l'entretenir. Et ça l'a réveillé un petit peu. L'archevêché était sceptique, mais il a eu les autorisations. Il a fait le ménage dans le cimetière. Parce que, vous voyez, l'évolution. Dans le temps, ils ont été ensevelis dans ce cimetière-là. Mais les membres de l'équipage n'étaient pas des catholiques. Il y a un muret de pierre qui avait été érigé sur leur concession. Il y avait un mur. Ce que j'appelle, moi, le mur de la honte. Parce que entre mes deux visites, en 98, c'était frappant. Dans le cimetière, toutes les sépultures étaient d'un côté, puis il y avait un mur de ciment d'à peu près 3 pieds d'eau. Et l'autre côté, il y avait 5 ou 6 sépultures parce qu'il y avait des membres d'équipage qui étaient protestants. Ben voyons. Mais quand je suis repassé il y a 2-3 ans, là, j'ai dit le mur de la honte avait été enlevé. Puis tout le monde est ensemble. Ben voyons, oui, j'espère. Le 5 juin, la semaine du 5 juin de 2010, Éric Boeuf était au cimetière avec toute son équipe. Des piqueurs cassaient le petit mur de ciment. Il a dit, pour lui, il n'y avait pas de différence. C'est tous des décès de la victime de cette tragédie-là. Exactement, exactement. Vous êtes allé plusieurs fois, vous, M. Michaud, au Mont-Aubiot? Je suis allé 2 fois. Mon premier voyage était un voyage pour d'autres choses. Puis je parle de ça à mon guide. Et il dit, je vais t'organiser ça. Et j'avais été, une visite, mais en 2010, j'étais là avec Gaston Ellison, qui était
Il y avait 4 mois, lui, quand son père est parti. Il était parti seul parce que sa mère, il fallait qu'elle y soit de son bébé. Il avait 4 mois. C'est de même que je suis allé là-bas. J'ai plusieurs rapports qu'Éric Boeuf qui a eu de l'argent dans le mairie français sur l'état de l'avion. C'était vraiment pas l'avion idéal pour voyager. Non, c'est ça. Ça devait être stressant. Je pense à mes parents, ça devait être stressant d'embarquer dans cet avion-là. Puis quand on parle du cimetière qui a été vraiment non seulement remis en bon état, mais l'équipe d'Éric Boeuf, ils ont ramassé plus de 4000 pièces dans la montagne, puis ils se sont servis de ces pièces-là pour faire à l'intérieur, au cimetière. Ils ont reproduit, mettons, des personnages de l'apparition qui s'est passé dans la région de Montbillou. Oui. Et puis, ils ont fait également un mémorial auquel, moi, j'ai représenté la famille, parce que d'autres soulignaient le 70e anniversaire, mais ça s'est fait 2 ans en retard à cause de la pandémie qu'il y a eu il y a 5 ans. Puis avec mon cousin Serge Fredette, on est allés, nous autres, représenter la famille. Le mémorial, qui est curieux, mais qui est dans les Vosges, qui est à peu près à 3-4 heures d'auto de la Salette, parce que c'est Éric Boeuf, lui, il est dans la région des Vosges, et ce sont des jeunes du lycée dans la région des Vosges, des jeunes qui se sont impliqués, qui faisaient le trajet, qui se sont impliqués, vraiment, ils en ont fait un projet. Et le mémorial qu'ils ont érigé, qui est vraiment quelque chose de monumental, là, qui reproduit le mont Biou et qui eux autres appellent ça, fait partie d'un devoir de mémoire par rapport à l'événement. Et eux autres, c'est assez extraordinaire l'implication qu'ils ont réussi à faire pour que les jeunes du lycée en fassent un projet. Ben oui. Et non seulement un projet avec le mémorial, mais également avec la rénovation, puis la remise en état du cimetière. Et c'était vraiment intéressant quand je suis retourné il y a 2-3 ans de voir le cimetière remis en état, le mur de la halle qui était parti, puis l'implication de la petite municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, qui est toute petite municipalité. Mais l'homme d'entretien, tous les jours, va faire son tour au cimetière, s'assure que tout est correct. Là. Fait que moi, de ce que j'ai compris, c'est que la famille a toujours resté unie, que vous êtes une superbe famille. Vous vous rencontrez, je crois, encore tout le monde aux 2 ans. Bien, aux 2 ans, on fait toujours ça le dernier samedi du mois d'août. Ça fait que de 2 ans en 2 ans, les gens peuvent mettre ça à leur agenda. Ça fait qu'on l'a fait en août dernier. Et puis, ça se passe toujours ici à Plessisville, au Carrefour, parce que c'est un bel endroit. Puis Plessisville est le lieu d'origine de la famille Michaud, bien sûr. Ça fait que... Puis il y a toujours une centaine de personnes, puis ça vient parce que la famille est éparpillée. Il y en a même aux États-Unis, dans le Vermont. Et il y en a qui viennent toujours à cette activité-là. Et c'est un beau moment. Puis moi, j'ai toujours à l'esprit la photo qui a été prise à un moment donné lorsqu'il y avait eu une activité semblable, mais au chalet de lauréat, où c'est la dernière photo où les 19 étaient présents. Les 19 étaient présents en 83, 84 à peu près. En 88. 88, ouais. La photo où c'est une des photos qu'on peut dire où les 19, on était ensemble. Avant ça, il en manquait toujours. Gabi était au Japon, les 2 sœurs religieuses n'étaient pas nécessairement. Mais là, c'était sur une période, on a pris une photo, on était très nombreux aussi. J'ai envie de dire que l'amour d'Alphonse et de votre maman continue de régner sur votre famille. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Je trouve ça beau, votre histoire. Et je vous remercie beaucoup d'être venu nous la raconter. Merci, Gabriel. Merci, M. Lauréat.